bon retour parmi nous. On enchaîne avec cette deuxième session et des nouveaux intervenants. Donc, on commence par l'intervention de Sylvia Wirth de l'Institut des sciences cognitives Marc Jeanneraud, qui va nous parler de comment le cerveau construit l'espace. Donc, l'espace, pourquoi ? Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser à l'espace ? Pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser à l'espace ? En fait, c'est au sein de notre espace qu'on va trouver toutes les ressources dont on a besoin. Ça va être évidemment les abris, ou alors, enfin, ça va fournir ce dont on a besoin pour se nourrir. Et c'est aussi au sein de l'espace, évidemment, qu'on va créer un réseau social et qu'on va trouver nos compagnons. Alors, bien qu'en fait, oui, donc on a l'habitude, les humains ont l'habitude de naviguer dans toutes sortes d'espaces. Ça peut être à la campagne, à la plage, dans la forêt. Mais en fait, la plupart du temps, les véritables espaces dans lesquels on va naviguer, ça va être les villes, puisque malgré qu'en fait elles couvrent une très petite surface de la Terre, finalement, 75% de la population, en fait, en tout cas en Europe, vit dans les villes. Et dans les villes, en fait, on est confronté à toutes sortes d'espaces. On en a parlé un petit peu ce matin. Ça peut être des espaces contraints où on va devoir partager l'espace avec les autres. On va être confronté à des routes difficiles, naviguer dans des endroits complexes tels que le métro, et aussi dans l'espace où on va aussi aller vers un but qui va parfois être social. On va trouver des gens pour travailler avec eux, aller au restaurant, faire les courses. Donc, en fait, les questions essentielles auxquelles on va devoir répondre quand on navigue dans l'espace, c'est très simple. C'est simplement où suis-je, où est-ce et comment y arrive-t-on ? Donc, à partir de ces questions, j'aimerais en rajouter une autre, puisque effectivement, on va partager l'espace avec d'autres gens en fonction d'une granulosité plus ou moins fine, l'espace intime jusqu'à l'espace public. En fait, ce qui va être important aussi, c'est de savoir où sont les autres dans cet espace. Alors, pour cela, pour répondre, pour le travail que je fais, en fait, je m'intéresse à des structures neuronales qui sont logées au creux du lobe temporal. Donc là, je vous présente l'hippocampe. C'est une des structures sur lesquelles je travaille, qui est une structure qui a une interaction très forte avec le cortex. Et pourquoi s'intéresser à l'hippocampe ? C'est une structure, en fait, qui est en lien avec le cortex et qui présente vraiment en fait de nombreuses modifications dans un ensemble de maladies psychiatriques. Et on sait en fait depuis longtemps que si on supprime l'hippocampe, c'est une structure en fait qui empêche, qui permet de former des souvenirs. Et si on supprime l'hippocampe, en fait, on n'apprend plus rien, on n'apprend pas à faire de nouveaux souvenirs. Et en fait, c'est une structure qui nous permet, par exemple, de nous rappeler des événements de la vie de tous les jours, comme si vous avez été à New York cet été, que vous y avez rencontré des amis, et que c'était l'été parce qu'il faisait chaud. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on va se mémoriser les événements de notre vie. Associée à l'hippocampe, il y a une toute petite structure qui s'appelle l'amygdale. Enfin, elle n'est pas si petite que ça, en fait, mais elle est très fortement connectée à l'hippocampe. Et en fait, c'est dans cette structure que se situe le siège des émotions. Et en fait, c'est cette structure-là qui va permettre de colorer, en fait... Excusez-moi, je m'occupe de rien, mais j'ai un petit appel qui dit que la session Zoom reprend. Donc j'imagine qu'il y a une coupure au niveau du Zoom. Mais donc c'est l'amygdale qui va permettre en fait de colorer nos souvenirs en fonction de la qualité émotionnelle des souvenirs. Ah, par contre, voilà, j'ai pas la souris. Ah si, ça y est. C'est juste qu'il faut passer sur le noir. Ouais. Voilà. Ok. Non. Il faut remettre la souris de l'autre côté. C'est ça. Ok. Ah. C'est bon ? Ok. Alors, comment est-ce qu'on explore l'espace entre quatre humains ? En fait, on explore surtout l'espace avec le regard, parce qu'en fait, on a une caractéristique par rapport à un ensemble d'animaux, c'est qu'on a des yeux à l'avant de notre visage, et en fait, ces yeux vont nous permettre, ce regard va nous permettre d'évaluer la distance, voilà.
Et c'est en fait quand on est confronté à une scène visuelle comme celle-ci, finalement en fait on regarde pas tout en même temps. Et ça, c'est du fait qu'au sein de notre rétine, on a la particularité d'avoir une zone qui est très très sensible, avec une forte acuité visuelle. Et c'est en déplaçant la rétine, alors je vais faire une petite animation comme ça, qu'on va déflouer plusieurs zones de notre environnement. Donc par exemple, si je me concentre sur Catherine ici, tout ce qui est autour là va être flou. Et c'est en fait, on explore en fait la scène visuelle comme ça par un ensemble de petits snapshots. Et donc tout n'est pas complètement net d'un coup. C'est en prenant cette particularité que je m'intéresse à la façon dont on construit notre espace à travers le regard. Alors en fait, mon travail, je ne travaille pas chez l'humain, je travaille avec l'espèce expérimentale, qui est le modèle expérimental qui est le plus proche de l'homme, qui est le rhésus, le macaque rhésus. En fait, c'est un singe de l'Ancien Monde qui a en fait un cerveau qui est très proche du nôtre, et en particulier qui est aussi, lui est aussi un système visuel qui est très similaire au nôtre, et qui présente aussi des interactions sociales qui sont très semblables aux nôtres. Alors dans un premier temps, pour comprendre comment est-ce que le cerveau construit l'espace, en fait, j'ai soumis mes animaux à des tâches de navigation spatiale. Donc on peut les mettre en fait devant un jeu vidéo, en fait, un grand écran, et ils vont naviguer avec un joystick dans ce jeu vidéo. Alors là, l'exemple que j'ai ici, en fait, c'est simplement un petit labyrinthe qui est présenté sous forme d'étoile. Et ce que doit faire l'animal, en fait, il doit bouger le joystick pour trouver une récompense qui est cachée au sein du labyrinthe. Et s'il trouve la récompense, qui va être ici, en fait, il va avoir un petit peu de jus de fruits. Donc on va enregistrer, en fait, ça on peut le faire chez les animaux, on ne va pas le faire chez l'homme, mais on va cibler des régions spécifiques dans le cerveau pour enregistrer au sein du cerveau. Et en fait, on va identifier l'activité neuronale, c'est-à-dire vraiment ce que font les neurones pendant que l'animal effectue ses tâches de navigation. Donc là, ce que je présente ici, c'est l'activité de neurones qui sont enregistrés au sein de l'hippocampe. En fait, ce que vous voyez, c'est une carte qui représente l'activité, c'est-à-dire le taux de décharge, combien les neurones sont actifs en fonction de la position de l'animal dans ce labyrinthe en étoile que je vous ai montré. Donc on a simplement 4 neurones identifiés ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que certains de ces neurones présentent des endroits où en fait il y a plus d'activité qu'ailleurs. C'est en fait une sélectivité de l'activité des neurones à une position spécifique de l'animal dans l'endroit où il est. En même temps, aussi, en plus de représenter l'activité en fonction de la position, ce qu'on peut faire aussi, c'est représenter l'activité en fonction de ce que l'animal regarde. Donc c'est ce qu'on va construire ici. On a une projection du point de regard dans une espèce de cylindre qu'on aurait placé autour, comme si c'était placé autour du labyrinthe. Et en fait, après, on peut construire une carte comme ça qu'on peut aplatir. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est que maintenant, au lieu d'avoir la position, on a en fait la position du regard. Ici, c'est un neurone qui est actif, alors que l'animal regarde un des landmarks qui est ici au nord-ouest. On peut avoir une autre cellule qui est active pour un autre ensemble de landmarks. Et en fait, on peut utiliser tout un tas de mesures, comme la position, la position du regard et la direction. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que nos cellules sont sensibles à un ensemble, une conjonction de ces propriétés, ce qui, en fait, fait sens puisque l'animal doit utiliser ses repères au sein du labyrinthe pour naviguer. Et en fait, l'ensemble de nos cellules code, en fait, la position alliée à la position du regard. Alors en fait, pour montrer comment ça s'exprime véritablement, c'est que finalement, les neurones individuels, ils encodent un élément dans la scène visuelle depuis un point de vue. Donc en fait, cette façon de coder l'espace permet de répondre à la question « je suis là », puisqu'avec ce point de vue, ça va me dire où je suis. Et ça permet aussi de savoir ce qu'il y a au sein de la scène visuelle, puisque les neurones vont répondre à certains landmarks qui vont être à ma droite ou à ma gauche. Et alors, en fait, oui, donc ça, c'est une représentation. On peut imaginer, du coup, qu'on a un ensemble de cellules qui, ensemble, collectivement, vont représenter ensemble tout l'environnement que j'ai autour de moi.
Alors en fait, l'hippocampe ne représente pas seulement l'espace qui est sous nos yeux, mais en fait, il va aussi nous aider à trouver l'espace d'après notre mémoire. Donc par exemple, si je suis ici devant l'hôtel de ville, donc si vous êtes à Lyon, vous connaissez bien cette place, et que je veux savoir où est l'opéra, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un ensemble de cellules qui va être actif pour une partie de l'hôtel de ville, et alors que vous vous tournez, ça va activer un autre ensemble de cellules, et puis finalement, en fait, vous allez réactiver la mémoire en fait de ce qui du bâtiment qui va être présent à votre vue avant que votre regard n'arrive. C'est ce qu'on voit ici. Et ça, en fait, on a pu le montrer parce qu'avec la réalité virtuelle, on peut vraiment contrôler ce qui est présent à l'écran et on peut regarder où est-ce que l'animal regarde. Et ce qu'on a pu montrer, en fait, c'est que si on aligne l'activité de ces neurones qui sont sélectifs, qui répondent à des repères particuliers, en fait, là, c'est ce que j'ai fait ici. Ça, c'est le moment où l'animal va regarder un repère particulier. En noir, ici, on a l'activité, la saccade, c'est-à-dire les mouvements des yeux. Donc, vous voyez, l'animal commence à regarder le repère. En fait, dans l'hippocampe, il y a une activité qui précède le moment où l'œil arrive sur le repère. Donc, en fait, ces neurones, en fait, nous aident, nous guident à trouver en fait ce qu'on s'attend à voir. Oui, alors il faut s'imaginer du coup qu'on a un ensemble dans un réseau de cellules qui sont connectées entre elles, qui vont s'activer alors qu'on explore la scène visuelle et qui ensemble du coup vont permettre d'arriver à rappeler ce qui est au détour du chemin. Alors, je vous ai présenté cette petite photo de l'opéra et de l'hôtel de ville de Lyon. Et il se trouve en fait que c'est une structure qui se trouve fréquemment dans toutes les villes françaises. Par exemple, on peut trouver l'opéra sur la même place que l'hôtel de ville à Strasbourg. C'est le cas à Strasbourg. C'est le cas à Rennes aussi. C'est le cas à Nancy et c'est même le cas à Milan. C'est comme si en fait toutes ces villes suivaient un schéma architectural commun d'une ville à l'autre. Et en fait, s'il y avait un schéma spatial, alors c'est probablement une convention simplement culturelle, historique, mais finalement on sait, quelque part, quand on va d'une ville à l'autre, quoi trouver, parce que normalement, il y a certains bâtiments qui vont se retrouver ensemble. En fait, ça permet d'avoir un espèce de schéma de la ville. Et un schéma, qu'est-ce que c'est ? C'est une représentation mentale abstraite qui est structurée et qui aide au rappel d'informations complexes en leur donnant une armature qui permet d'organiser ce rappel. Alors, on s'est demandé s'il existait des schémas neuronaux qui peuvent servir, en fait, à la mémoire spatiale. Alors, la façon dont on a fait ça, en fait, c'est que quand on entraînait nos animaux, on leur présentait un environnement qui était familier, et chaque jour, on leur donnait un nouveau labyrinthe à apprendre. Donc, on changeait l'ensemble des repères visuels, on en mettait des nouveaux, et puis on leur demandait à trouver où était la récompense de ce nouvel endroit. Donc c'est un petit peu comme si à chaque fois vous allez dans un nouveau magasin et puis vous avez à chercher encore une fois où sont les œufs dans ce nouveau supermarché. Ce qu'on demande en fait, c'est qu'ils sont capables d'apprendre la structure générale de l'environnement, de comprendre en fait quelle est la règle qui va permettre de se repérer dans un environnement et de l'appliquer à un autre environnement. Ce qu'on a vu en fait, c'est que les animaux, une fois qu'ils ont appris, en fait ce qui est difficile, je vous prie de m'excuser, c'est que je vois pas le diaporama ici. Donc comme j'ai des animations, je ne sais pas si elles sont en ligne, c'est pour ça que je passe pas mal de temps à tourner ma tête. Pas de souci, Sylvia. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est que si les animaux ont bien appris le labyrinthe qui leur est familier, quand on leur présente un nouveau, finalement, ils sont capables de généraliser. Ils apprennent assez vite à utiliser la règle et à se retrouver dans le nouveau labyrinthe. Et en fait, si on les teste pour voir s'ils apprennent vraiment à généraliser, on peut faire ça en fait en les faisant entrer dans le labyrinthe à partir de 2 entrées.
Ensuite, on en met des nouvelles. Donc, j'ai oublié ça. En fait, là, par exemple, ils ont réussi à retrouver la récompense à partir de ces parties-là, des entrées sud. Si on ouvre ensuite les nouvelles entrées, vous voyez qu'ils arrivent à généraliser. Ça représente simplement en rouge les essais corrects, en bleu les essais incorrects. Donc, les animaux sont capables de généraliser d'une structure à l'autre. Ah. Je pense que j'ai rien fait. Non, mais voilà, c'est revenu, pas de souci, on continue. Bon. Alors, on a enregistré dans l'hippocampe, on s'est demandé est-ce que les cellules peuvent généraliser d'un environnement à l'autre. Donc, on a un ensemble de cellules. Certaines vont être actives dans un environnement et pas dans l'autre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un ensemble de cellules qui sont actives dans les deux environnements. Et là, en fait, on demande s'il y a une activité qui est comparable entre les deux. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement, on a une activité qui est très similaire entre celle qui est dans les environnements familiers et celle qui est dans les environnements nouveaux. Alors là, la représentation que j'ai présentée ici, c'est un autre type d'environnement, mais ce que vous voyez ici, c'est qu'on a un endroit où les cellules sont actives dans le familier, elles sont aussi actives dans l'environnement nouveau, ça c'est un neurone. Un autre neurone, on a le même type de similarité ici. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau de la population, on a plus de neurones qui présentent une similarité entre les activités que ce qu'on peut attendre d'un niveau de chance. On les a appelés des neurones de schéma. Et en fait, donc, il y a plus de neurones de schéma que ceux à quoi on pourrait s'attendre par hasard. Alors, ce qu'on a montré aussi, c'est que ces neurones de schéma, en fait, s'acquièrent avec l'apprentissage. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est une courbe d'apprentissage d'un animal au cours de cette session. Donc, au début, il n'arrive pas très bien, puis après, il y arrive. Et en fait, là, on va couper notre session en plusieurs parties. Et ici, on a calculé la corrélation entre la carte pour les familiers et les nouveaux au fur et à mesure de l'apprentissage. Et ce qu'on voit, c'est que cette corrélation augmente. Donc c'est comme si les neurones représentaient la similarité entre les différents environnements, cet environnement nouveau et l'environnement familier. Alors si je refais un petit résumé de ce que je vous ai présenté. Au départ, on a vu qu'il y avait des neurones de point de vue qui nous permettent de répondre à où est-ce qu'on est et où sont les éléments de l'environnement pour nous. Et maintenant, en fait, je vous ai présenté les neurones de schéma, donc qui permettent en fait de structurer l'espace pour s'orienter. Et c'est une représentation qui a plusieurs intérêts. D'une part, c'est une représentation qui est économe, en fait, puisqu'elle permet de généraliser d'une situation à une autre. Et d'autre part, en fait, nous pensons qu'elle facilite l'apprentissage. En effet, il est en fait plus facile d'apprendre à partir de quelque chose qu'on sait déjà que quelque chose de nouveau. Donc, en fait, ces neurones, ça, maintenant on l'a montré, en fait, permettent d'ancrer les nouveaux apprentissages sur des anciens. Donc ça a un intérêt pédagogique chez l'enfant ou chez l'adulte en difficulté. Alors, je vous ai dit en introduction qu'on partageait notre espace avec les autres. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la représentation des autres dans notre cerveau. Et en fait, on sait qu'il y a aussi une représentation des autres dans l'hippocampe. Donc ça, c'est des résultats qu'on a obtenus aussi chez le singe, mais ils ont été confirmés chez l'homme. C'est que quand on enregistre dans l'hippocampe, chaque fois qu'en fait on va regarder des individus, donc là ce qu'on a, vous voyez, ça c'est moi il y a plusieurs années, donc vous pouvez voir la différence. Mais en fait, on a présenté des photos de personnes que les singes connaissaient. On a enregistré dans l'hippocampe. Et il faut s'imaginer qu'en fait, à chaque fois que vous regardez quelqu'un que vous connaissez, en fait, c'est l'identité de cette personne qui est encodée. Donc maintenant, je vais avoir des neurones qui vont être spécifiques à Agnès, ou j'ai déjà des neurones qui sont spécifiques à Catherine. Et en fait, alors que je vis ma vie, en fait, ces neurones vont vraisemblablement permettre, finalement, ça marche, ouais, de faire une association entre les gens que je connais et où je les ai vus. Donc ça, en fait, ça donne un support neuronal à notre représentation des autres dans l'espace. L'autre structure qui est très importante, dont je vous ai parlé, qui est l'amygdale, qui est très collée à l'hippocampe, en fait, on sait qu'elle a un très grand rôle
dans tout ce qui est le regard mutuel. C'est-à-dire qu'on passe, quand on parle avec les gens, on passe pas mal de temps à les regarder dans les yeux, mais finalement, pas tant que ça. Et en fait aussi, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, ou quand on regarde une personne, on n'a pas vraiment besoin finalement de marcher, j'ai pas besoin de marcher jusqu'à Agnès pour savoir quelle est la distance qui me sépare d'Agnès. Et en fait, l'amygdale, elle encode le regard mutuel. C'est-à-dire que si on met des animaux ou des humains qui sont face à face, qu'on enregistre dans l'amygdale, en fait, on va avoir des neurones qui vont s'allumer directement quand on va faire un contact du regard. Et on a montré, avec Jean-René qui est assis ici, que dans l'amygdale, ces neurones pouvaient moduler, le moment était modulé au moment de ce regard mutuel et du moment où on échappe de ce regard mutuel. Alors, là où c'est intéressant, c'est que si on fait une lésion de l'amygdale, en fait, on perd aussi, voilà, on perd en fait cette capacité à évaluer la distance avec les autres. Donc, les personnes qui ont une lésion de l'amygdale, en fait, ne respectent plus ou ne savent pas comment interpréter cet espace péripersonnel. Elles vont rentrer dans l'espace péripersonnel avec les autres. Voilà, alors j'ai fini de présenter l'ensemble de mes recherches. J'espère que j'ai réussi à travers ce petit exposé de vous donner une idée de la façon dont l'hippocampe et l'amygdale permettent d'organiser notre espace physique et social. Merci beaucoup Sylvia, surtout avec toutes les épreuves techniques. Alors peut-être on a un peu débordé, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une petite question ? Quelqu'un qui a deux questions. Bonjour. Merci Sylvia. Donc moi j'ai une question. Donc, aujourd'hui, quand on parle des troubles du neurodéveloppement, on parle d'une construction neurologique différente. Il y a certaines personnes qui témoignent même du coup de leur perception différente par rapport à ce fonctionnement neurologique. Moi je me rappelle de la phrase de Temple Grandin qui dit « Je dois brancher mes yeux pour voir ». Est-ce que dans vos recherches, du coup, vous avez un objectif de pouvoir analyser aussi ce qui se fait différemment au niveau neurologique, du coup, au sein de la neurodiversité ? Oui, tout à fait. En fait, alors on travaille avec peu de singes, mais il peut y avoir une variabilité interindividuelle, mais aussi on peut essayer de modéliser ces troubles, en fait, de rendre un regard, même simplement naturellement, quelque chose de plus menaçant. Par exemple, on sait qu'on va passer finalement très peu de temps à se regarder dans les yeux. Par exemple, là, je vous fixe depuis 3 secondes. Au bout de 4 secondes, ça va être insupportable. Mais on peut en fait exploiter, même en travaillant chez le singe normal, en fait, des situations qui vont générer un côté qui va être... on va pousser un petit peu les situations pour générer un confort qui va être similaire à ce que peuvent avoir des personnes atypiques. Et en fait, ce qui va nous intéresser, ça va être de travailler au niveau de ces supports neuronaux. Donc on utilise beaucoup l'ocytocine, c'est les travaux que fait Angela, pour voir qu'est-ce qui va moduler ce niveau de tolérance et aussi qu'est-ce qui, au niveau du support neuronal, change. Quels sont vraiment ces acteurs ? Donc dans l'amygdale, par exemple, ou dans l'hippocampe, il y a des récepteurs à l'ocytocine. Donc ce qu'on va regarder, c'est vraiment si on module, si on va activer à ces endroits de façon très locale, qu'est-ce que ça va changer au niveau du comportement. On peut le faire, on n'est pas forcément obligé de trouver des animaux autistes, on peut le faire simplement en poussant un petit peu les situations normales. Merci beaucoup pour ce retour. Je tiens juste à saluer beaucoup d'appréciations très positives en ligne, Sylvia, pour cette présentation, parce que quand même, faut le dire. Catherine, vous vouliez peut-être réagir, du coup. Enzo, le micro, du coup. Pour une dernière question. Merci beaucoup, Sylvia. Merci beaucoup, Sylvia. C'est vraiment intéressant parce que bon, ça ouvre, on va dire, nos yeux sur l'importance dans les approches éducatives et d'apprentissage de créer une régularité. Absolument. Et d'introduire des petites différences. Ouais. Je trouve ça génial, franchement. Mais absolument, ça, je crois que c'est vraiment voilà, quelque chose, si ce travail peut apporter quelque chose, c'est effectivement d'identifier, là, pour les cellules de schéma, c'est un peu bête de se dire il suffit de partir de quelque chose qu'on connaît déjà, et en fait, on renforce quelque chose et on rajoute
simplement là-dessus. Et finalement, on a une structure neuronale qui est déjà là, et de rajouter quelque chose dessus, Absolument. en fait, ça permet d'aller avant. C'est vrai que dans des contextes pédagogiques qui sont un peu compliqués, c'est pas mal d'avoir ça en tête, en fait. C'est pas, d'une certaine manière, Piaget, il savait déjà ça, mais là, en fait, on identifie le support neuronal lui-même. Tout à fait. Et alors, si je vais plus loin, ma question, c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, ça débouche un peu sur une évaluation des capacités, on va dire, de base d'une personne? Oui, je pense que alors je suis pas neuropsychologue, mais je pense que effectivement l'idée de développer des tests de flexibilité sont importants. Je sais que les autistes peuvent avoir des difficultés de passer d'une. Tout à fait. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que ça c'est quelque chose auquel on peut réfléchir, parce qu'après avec des petits jeux vidéo comme ça, on peut identifier des symptômes. Et c'est vrai qu'à un moment, je travaillais avec l'hôpital neurologique où il y avait des patients épileptiques. Je me disais, voilà, on peut exploiter ça à partir de ça en tant qu'outil diagnostique. Ouais. Oui, parce que vous savez que la deuxième dimension de l'autisme, qui est non pas celle de la communication sociale, mais de l'attachement à la similitude, est une dimension qui est très très peu explorée sur le plan. C'est récent aussi, même le rôle de l'hippocampe dans l'autisme, c'est récent parce qu'on était très focalisé sur la mémoire. Et finalement, il y a des travaux récents qui montrent qu'il y a un peu une désorganisation ou une réduction du volume. Et en fait, aussi, le fait que l'hippocampe ait aussi un rôle dans les interactions sociales, ça a un peu mis le focus. Mais c'est vrai qu'il y a un ensemble de symptômes qui sont finalement rattachés à cette flexibilité, cette manipulation spatiale, s'orienter dans l'espace. Ouais. Oui, un test de flexibilité, ce serait génial. Il y a une commande qui est en train d'être faite, c'est bien. Merci beaucoup encore pour cette présentation très intéressante. On peut applaudir.